Bonsoir à tous. Un mois après les terribles attentats qui ont ensanglanté Paris, nous allons évoquer ce soir la notion d'espérance. Le monde va-t-il vraiment si mal? Cette question fait écho à celle que posait il y a quelques années le cardinal 23 pour résumer la mission du Collège des Bernardins, à savoir où va l'homme? Une interrogation d'actualité quand on voit à quel point de jeunes bourreaux fanatisés peuvent être vidés de toute humanité. Le traumatisme qui en résulte nous invite à nous questionner sur le sens de cette épreuve collective dans nos vies individuelles. Comme écrivait très justement Georges Bernanos, auquel nous consacrions d'ailleurs récemment une émission ici même, l'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. Alors suite aux massacres survenus à Paris, mais aussi au Mali, mais aussi au Liban, mais aussi en Californie, suite aux désastres écologiques, suite aux inégalités croissantes, comment ne pas sombrer dans un catastrophisme totalement paralysant? Comment appréhender cette épreuve collective et comment aller au-delà pour tenter de trouver, si ce n'est des réponses, au moins des pistes pour continuer à espérer en cette veille de Noël? Nous avons le plaisir d'accueillir autour de ce plateau 4 intervenants. Patrick Larbois, tout d'abord, bonsoir. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre et vous avez été titulaire de la chaire de psychiatrie et de psychologie médicale appliquée aux armées à l'école du Val-de-Grâce. Et vous êtes l'auteur de ce livre intitulé « L'effet Lucifer des bourreaux ordinaires ». Alors autour de cette table également Bruno Tertrais, bonsoir. Bonsoir. Politologue, vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vous êtes, en ce qui vous concerne, l'auteur de ce livre que je présente à la caméra également, « L'apocalypse n'est pas pour demain ». Bonsoir Martin Stephens. Bonsoir. Merci d'être avec nous également ce soir. Vous êtes, quant à vous, professeur agrégé de philosophie et vous enseignez en classe préparatoire littéraire. Vous avez écrit plusieurs livres également, parmi lesquels Vivre ensemble la fin du monde, Qui nous fera voir le bonheur, ou le dernier en date, Rien que l'amour, repère pour le martyr qui vient. Enfin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Édouard Tétrault. Bonsoir. Bonsoir. Vous accompagnez des dirigeants dans le cadre de votre société de conseil en stratégie. Vous avez plusieurs casquettes, si j'ose dire, puisque vous enseignez également à HEC Paris, parce que vous êtes aussi chroniqueur aux Échos, chroniqueur au Figaro, et vous venez de publier votre 4e ouvrage, Au-delà du mur de l'argent, que je montre également à la caméra. Alors, l'objet du débat qui nous réunit ce soir, c'est le monde va-t-il si mal? Alors, vous aviez les uns et les autres, réussi à saisir cette ère du temps. Édouard Tétrault, vous aviez prévu la crise économique de 2008. Martin Stephens, vous aviez pressenti, si on peut dire, les événements de novembre. Bruno Tertrais, dans votre livre que j'évoquais à l'instant, L'apocalypse n'est pas pour demain, vous évoquez les menaces terroristes à nos portes. Et Patrick Larbois, vous rencontriez tous les jours des personnes ayant subi de réels traumatismes. Alors, comment justement est-ce que vous expliquez les uns et les autres d'avoir aussi bien réussi à saisir cette ère du temps et ces événements étaient-ils inéluctables? Répondez dans l'ordre qui vous sied. Alors Bruno, justement. Non, je suis pas sûr d'avoir prévu l'ère du temps, ce qui me concerne, parce que je pense qu'on vit une époque formidable. Et c'est pas tout à fait dans l'ère du temps. Alors, comme on nous a demandé d'être prudent avec les micros, de ne pas parler trop fort, je n'ai pas parlé trop fort. Donc je vais reprendre mon propos parce que ça vous va? Non, je ne suis pas sûr que d'avoir bien compris l'ère du temps, de l'avoir bien capté, puisqu'au contraire, je pense qu'on vit une époque formidable. Alors, ça peut surprendre, mais moi, ce que je propose, ce à quoi j'invite chacun d'entre nous, c'est à prendre du recul dans le temps et dans l'espace. Il y a une phrase de Thomas Hobbes qui est très célèbre au XVIIe siècle, qui dit qu'en gros, l'homme vit une existence malheureuse, dangereuse, brutale et brève. Aujourd'hui, on vit une existence, pour la grande majorité d'entre nous, pas tous, plus heureuse, moins dangereuse, moins brutale et moins brève. Lorsque vous regardez, encore une fois, si on sort de notre point de vue français et surtout européen du XXIe siècle, si on prend du recul dans le temps et dans l'espace, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, l'espérance de vie en bonne santé aussi, contrairement à ce qu'on lit parfois, qu'on a vécu les grandes épidémies, qu'on a depuis 25 ans notamment fait des progrès considérables sur la mortalité infantile, la mortalité en couche, sur la prévention des épidémies. On n'a pas beaucoup parlé des épidémies telles qu'Ebola, H1N1 ou d'autres. La grippe aviaire de 1958, c'était 1 million de morts. Le virus H1N1, c'est 18 000 morts. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Jamais la proportion de la population mondiale qui meurt de catastrophes n'a été aussi faible. Jamais la proportion de la population mondiale qui meurt du fait des guerres n'a été aussi faible depuis qu'on arrive à la mesurer, si vous voulez.
Donc, si vous voulez, je crois que cette image d'un monde de plus en plus violent est fausse. La torture, la peine de mort, par exemple, sont infiniment moins pratiquées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 200 ans, même il y a 100 ans. La famine est devenue une question résiduelle. La sous-alimentation existe encore, elle diminue constamment. La famine est devenue une question résiduelle. Il ne s'agit pas de dire que tout va de mieux en mieux, mais il s'agit de dire que, encore une fois, quand on prend du recul, à la fois dans le temps et dans l'espace, à l'échelle mondiale, les grands indicateurs du progrès, les grandes tendances du progrès sont encore aujourd'hui sur une tendance positive, en particulier depuis 1945, mais encore plus depuis, on va dire, la fin de la guerre froide, depuis 1990. Vous voyez, je ne suis pas dans l'air du temps. Peut-être certains autour de cette table partagent-ils votre optimisme. Est-ce que c'est votre cas, Patrick Alors, Lervois? bon, il faut reconnaître que nous sommes dans un monde où on meurt beaucoup moins qu'on pouvait mourir au XXe siècle, par exemple, dans les 2 grandes guerres mondiales. Il y a eu les morts du 13 décembre, pardon, non, novembre, je suis. Mais Verdun, ça pouvait être parfois 3000 morts dans une journée. La guerre d'Algérie, pour parler des guerres qui nous ont concernés, nous en France, c'était 30 morts par jour. Donc aujourd'hui, l'effet de surprise, c'est qu'on ne les voyait plus, ces morts-là. Nous ne vivions plus avec ça. Parce que notre psychisme, il a probablement qu'il fait cette opération nécessaire de ne pas nous faire voir là où est la menace, là où est le mal. On l'efface de nos représentations. Un psychiatre chrétien, Henry Hay, avait écrit au moment de s'engager dans les combats de la poche de Royan, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait écrit cette phrase « L'optimisme et la raison se confondent ». C'est une phrase très précise, ça veut dire que le raisonnement mental sain impose que nous soyons optimistes. Notre cerveau n'a qu'une seule fonction, c'est anticiper. Ça veut dire me permettre maintenant de prévoir ce que sera demain ou après-demain. Et pour que mon cerveau puisse anticiper, il faut quand même qu'il... Alors évidemment, il est préparé à différents malheurs, si je puis dire, mais c'est en espérant le bien. Et vous savez que j'ai un frère jumeau qui est spationaute et il raconte que la devise de la NASA, c'est « Prepare for the worst », attendez-vous au pire et préparez-vous au pire. « And expect for the best », et vous verrez que c'est le meilleur qui arrivera. Donc c'est ça, le raisonnement mental sain, c'est bien sûr savoir se préparer au pire, au malheur, à ceux que vous avez évoqués, mais en même temps en s'attendant toujours à ce que notre action permette de l'éviter. Je voyais prendre des notes. Est-ce que le monde court à sa perte selon vous, ou est-ce que vous êtes vous aussi optimiste? Je prends toujours des notes, surtout quand le débat est intéressant. D'abord, je voudrais féliciter la personne qui a eu le génie de la question. Parce que notre question, elle est formidable. C'est le monde va-t-il si mal? Quand vous êtes pris dans cette question-là, forcément, vous ne pouvez que répondre par non, en fait, il ne va pas si mal. Regardons un petit peu les choses qui vont bien, les progrès d'ailleurs considérables. Si on se projetait il y a 20-30 ans, peut-être qu'on aurait posé la question inverse. Le monde va-t-il si bien que cela pour notre société abondante, qui ne connaît pas le chômage, etc. Donc, d'abord, il y a un génie dans la question. Mais vraiment, je le dis sans ironie, parce que cette question nous permet de nous concentrer sur les progrès, sur ce qui, malgré le tumulte, et on en parlait tout à l'heure, le tumulte aussi renforcé par la médiatisation du mal et de ce qui fonctionne mal dans notre société, notre monde. Bon, la question nous permet de nous concentrer sur ce qui va bien et sur la façon dont nous pouvons agir pour améliorer les choses. Donc, il y a un génie de la question. 2, je souscris à l'essentiel de ce qu'a dit Bruno Tertrais. Les chiffres, d'ailleurs, sont incontestables sur l'augmentation du niveau de vie dans le monde, sur l'augmentation de l'espérance de vie. En revanche, il y a 2-3 choses que l'on arrive moins bien à quantifier qu'un PIB par habitant ou un allongement de durée de vie. C'est la façon dont les gens vivent la durée de vie nouvelle et les richesses nouvelles qui sont mises at their fingertips, au bout de leurs doigts. Je voudrais m'arrêter sur 2-3 choses qui là me font mettre une nuance par rapport à ce qu'a dit Bruno. La première, c'est qu'on a du mal à mesurer la peur qui existe dans nos sociétés. Je crois que nous vivons dans et ce n'est pas parce que nous sommes post-13 novembre
que je dis cela, mais nous vivons dans une société qui est mue ou qui est mue par ou prisonnière de la peur. La peur de manquer ou la peur de perdre les biens, les richesses, le confort accumulé après tant de générations. La peur pour ses enfants, pour qu'ils aient un avenir bien plus difficile que celui que nos parents, par exemple, pouvaient projeter pour nous. Donc la peur, cette peur, elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas mesurable, et pourtant elle s'exprime. Et quand elle s'exprime, elle le fait, on en discutait tout à l'heure, elle le fait de façon virulente, incontrôlable. Et pour reprendre le titre, le paraphraser, il y a une épidémie du mal, il y a aussi une épidémie de la peur. La deuxième chose qu'on a du mal à quantifier, et pourtant cela se passe sous nos yeux en France aujourd'hui, c'est que ce que nous tenions pour acquis, comme les idées de liberté publique, les idées et les idéaux de démocratie, donc plus une société était ouverte, libre, démocratique, plus elle réussissait et on allait avoir une propagation de ces idéaux. Eh bien, ces choses-là, nous le voyons sous nos yeux et dans le pays même des droits de l'homme, sont en train de régresser à une vitesse prodigieuse. Le troisième point, c'est, ça on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est effectivement le niveau monte, mais en même temps que le niveau monte, l'écart des situations entre les pays créditeurs et les pays débiteurs, entre les personnes créditrices et les personnes débitrices, se creuse à un point qui fait générer de grandes tensions, de grandes difficultés. Je ne veux pas déflorer sur les sujets qui viennent. Moi, j'ai un message. Le monde va-t-il si mal ? Non. Bien sûr, il y a de grands progrès. Simplement, je crois que le monde irait beaucoup mieux si ce que ce petit pays incarne, la France, allait mieux. Parce qu'il y a un déficit, on parlait tout à l'heure d'Europe, d'idées européennes, il y a un déficit d'Europe dans la façon dont le monde est géré aujourd'hui. Et peut-être qu'on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Vous avez raison de l'évoquer, mais on va terminer effectivement ce premier tour de table. Martin Stephens, est-ce que le monde va si mal, selon vous ? C'est vrai que la question nous incline à dire peut-être pas. C'est intéressant de prendre acte du fait du mal présent dans notre monde, toujours présent au monde, et peut-être quand même d'autant plus révélé depuis qu'on est entré non pas dans la fin des temps, mais dans le temps de la fin. C'est-à-dire peut-être que la croix du Christ nous a révélé tous les dispositifs par lesquels, finalement, avant, on créait du sens. On crée du sens souvent, comme le disait René Girard, en projetant la violence qui était en nous sur une victime innocente. Et finalement, peut-être que l'univers des anciens était plus stable que le nôtre, pour remonter peut-être encore plus loin, et que si nous avons une aisance matérielle, elle nous offre finalement le luxe de voir qu'il y a quelque chose dans notre monde qui se précipite. Je crois qu'il y a une accélération des temps, il y a une accélération de l'histoire, de la capacité aussi que l'homme a de faire beaucoup de mal, parce qu'on peut dire que ça va mieux depuis le XXe siècle, mais le XXe siècle, c'était quand même il y a quelques dizaines d'années seulement. Et voilà, je pense à Zygmunt Bauman qui dit, mais qu'a apporté vraiment la modernité d'absolument neuf, que les autres n'avaient pas du tout, et ben c'est le déchet. On arrive à faire des villes entières avec des déchets. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce monde. L'optimisme, je suis tout à fait d'accord, quelqu'un qui raisonne, il est optimiste, parce qu'on ne pourrait même voir que on ne pourrait pas voir que le monde va si mal si, au fond, nous n'avions pas d'abord étincelante l'idée du bien, qui est première. Et au fond, on ne pourrait même pas tomber malade si nous n'étions pas d'abord en vie. Donc effectivement, métaphysiquement, rationnellement, le bien est premier et la vie est première. Mais n'empêche que je crois que on ne peut pas cultiver l'espérance si on ne lui donne pas son champ d'application, à savoir le mal dont souffre actuellement notre temps. Justement, Bruno Tertrais, de quoi parle-t-on exactement quand on dit le monde va mal ? Est-ce que ça n'induit pas, au moins dans un imaginaire collectif, un ordre du monde qui dévierait de sa trajectoire initiale ? Et si oui, quelle serait cette trajectoire ? Le problème, c'est qu'on a toujours l'impression, en vous entendant, ça me rappelait quelque chose que j'entends très souvent dans mon milieu professionnel, qui, pour simplifier, on va dire celui de la géopolitique. On a toujours l'impression que c'était plus stable avant,
qu'il y avait un ordre. On a réinventé l'ordre de la guerre froide de manière inconsciente. On a le sentiment que pendant la guerre froide, tout était stable, ordonné, contrôlé, que les grandes puissances contrôlaient tout. Ce souvenir-là, on l'a reconstruit a posteriori, il existe très fréquemment. C'est un petit peu la même chose dans un domaine totalement différent, quand au lieu de parler de réchauffement climatique, on s'est mis à parler de dérèglement climatique, comme si le climat avait été quelque chose de parfaitement réglé, et que l'homme, il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs dans ces débats sur le réchauffement climatique, sur ce qu'on attribue plus ou moins consciemment à une sorte de toute puissance à l'homme qui a su dérégler un climat qui avait été réglé. Donc c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. On parle de dérèglement du monde comme s'il avait été réglé auparavant. Il ne l'était pas. La guerre froide était dangereuse, instable, brutale, tout ce que vous voulez. Mais on a toujours le sentiment que c'était... de même qu'on a oublié, nombre d'entre nous, certainement dans cette salle, se souviennent très bien, par exemple, des campagnes d'attentats à Paris dans les années 1980. Moins de morts, certainement, mais une terreur qui était très présente. En 1986, on avait un attentat par jour. C'était quelque chose de tout à fait terrifiant pour les Parisiens. Les journaux américains titraient « Paris, a city under siege », une ville en état de siège. On l'a un petit peu oublié. Ça n'est pas pour relativiser l'horreur absolue de Daesh et l'horreur absolue de ce qui s'est passé à Paris au mois de novembre. Mais on a toujours tendance à penser, effectivement, parce que les choses vont plus vite, parce qu'une image chasse l'autre, parce qu'une information remplace l'autre, que finalement, on connaît quelque chose aujourd'hui dont on a parfois oublié qu'on l'a aussi connu hier. Ce n'est pas pour relativiser, mais c'est pour simplement prendre un petit peu de recul. Mais moi, ce que je disais, finalement je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui, de toute façon, n'a pas en lui-même sa propre assise. Nous sommes dans un monde qui n'a jamais cessé d'aller. Donc, le monde va-t-il si mal? Déjà, on est dans un monde qui va. Et un monde qui va, eh bien, c'est un monde qui, quelque part, va à sa perte parce que ce monde-là n'est pas absolutisable de la même façon que personne d'entre nous n'est éternel. Personne d'entre nous n'est Dieu. Et ce monde-là, et quand même, il y avait peut-être quelque chose dans l'idée panthéiste qu'on habitait dans Dieu. Eh bien, au fond, ce qui s'est passé avec le désenchantement du monde, dont parle par exemple Marcel Gauchet, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris conscience de plus en plus eh bien, de la vacuité, de la vacance, de la vanité d'un monde qui va. En effet, déjà, le monde va mal parce que le monde va. Après, ça nous a donné aussi, si vous voulez, le lieu d'exercice de notre capacité d'aimer infiniment, parce que peut-être que notre capacité d'aimer infiniment s'applique d'autant mieux que nous avons pris conscience de notre finitude. Vous parliez à l'instant, Bruno Tertrais, de la guerre froide, je ne sais plus lequel d'entre vous parlait de Verdun, et vous avez raison de dire qu'il y avait une vision un peu idéalisée du passé. Dans ses mémoires, d'ailleurs, Raymond Aron rappelle la permanence du sentiment de vivre une époque déstabilisée, je le cite, « Il y a peu de générations qui n'aient eu l'impression de vivre une crise, écrit-il, ou même d'être à un tournant. L'impression de stabilité est presque toujours rétrospective. » Alors, Patrick Lervoix, conformément à ce qu'il écrit, à ce qu'il décrit, n'y a-t-il pas de la part de nos contemporains une forme d'exagération nourrie peut-être de contre-vérité, en tout cas d'une vision un peu dépressive du monde? C'est au psychiatre que je m'intéresse. Dépressive, non, mais je vais dire que nous craignons les surprises. Et nous craignons surtout les surprises que nous n'avons pas anticipées. Et dans les événements du monde, ceux qui nous équilibrent le plus, c'est les événements qui se répètent. C'est la routine. C'est chaque journée qui se passera comme la précédente, et on peut supposer que la prochaine sera comme celle d'aujourd'hui. Et puis arrive la surprise, l'élément qu'on n'attendait pas. Et finalement, c'est là l'après-coup, on dira après-coup, on aurait dû y penser, il fallait s'y préparer. Et donc on voit bien que nous avons le défaut de penser que tout est immuable. Ce que j'ai bâti aujourd'hui ne tombera plus jamais. Voilà. Et en fait, tout tourne, tout est cycle. Tout ce que l'on bâtit un jour va disparaître. Et ça nous effraie, j'allais dire, ça nous désenchante, parce que je voulais répondre à ce que vous alliez dire. Et pour poursuivre aussi sur des choses que vous avez dites, je ne serais pas capable d'être là aujourd'hui et de raisonner paisiblement si je savais que ma mort était imminente. Et notre psychisme est fabriqué comme ça, c'est que pour que je puisse être dans le monde à faire ce que j'ai à y faire, je ne dois pas voir que je vais mourir demain. Édouard Tétrault, en tant qu'économiste, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. Est-ce que le capitalisme, par exemple, n'induit pas de fait une certaine dynamique mondiale qu'il est difficile d'infléchir? Pardon. Alors,
vous m'avez parlé à différentes reprises de la fin d'un système. Alors peut-être... D'accord. Oui, alors, non, ok. Je voudrais rebondir sur un mot-clé qu'a dit Martin Stevens tout à l'heure, qui est le mot de déchet, qui en fait est un mot très puissant, qui est au cœur à la fois de l'encyclique du pape Laudato Si et du document qui l'a précédé, qui est son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, en fait, où il parle de la culture du déchet. C'est-à-dire, effectivement, nous avons un monde qui fabrique de plus en plus de richesses. Vous prenez les taux de croissance mondiale depuis, et que l'on ait une crise en 2007, 2008, qu'on ait eu une crise en 2008 ou 2009, n'y a fait rien. Vous avez des taux de croissance moyens qui dépassent les 3%, 4% allègrement. Nous avons une démographie mondiale qui est en expansion. Nous avons une espérance de vie qui augmente, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas se demander si tout cela se fait sur le dos ou grâce à l'application d'une culture du déchet qui est littéralement sans limite dans notre système aujourd'hui. Je me permets non pas de me citer, mais de le citer. En ouverture de mon livre, aujourd'hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité de la loi du plus fort où le puissant mange le plus faible. On considère l'être humain en lui-même comme un bien de consommation qu'on peut utiliser et ensuite jeter. Il ne s'agit plus simplement du phénomène de l'exploitation et de l'oppression, mais de quelque chose de nouveau. Les exclus ne sont pas des exploités, mais des déchets, des restes. Et si vous voulez, il ne faut pas se flageller, on peut se dire que tout va bien dans ce monde et qu'au fond, nous sommes protégés et qu'on s'en sort plutôt pas mal. Mais le prix à payer, nous finissons par ne plus le voir, ou nous avons du mal à le voir, nous avons du mal à regarder ce qui se passe à la périphérie de nos sociétés et de notre système, et par moments, la périphérie se venge. Et je crois que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, on ne va pas amalgamer le fait de jeter à la périphérie d'une société qui fonctionne très bien une frange de la population et la montée des radicalismes, et en particulier de l'islamisme radical. Mais il y a quand même une question qu'il faut se poser, que signifie cette société humaine qui, pour fonctionner, est obligée de s'appuyer sur une telle culture du déchet. Et peut-être, je ne veux pas faire de hijacking sur les aspects économiques et sociaux de notre débat, mais peut-être qu'à un moment, on pourra quand même se poser la question de ce moteur qui est au cœur aujourd'hui de nos économies et qui nous revient un peu en boomerang. Et juste un exemple de fin, alors non pas du monde, mais de fin du ciel. Moi, je suis frappé de voir, et j'ai demandé à plusieurs amis qui habitaient dans quelques coins du monde, on ne voit plus le ciel, si ce n'est strié par le passage d'un avion. Eh bien, moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, de voir un ciel bleu et pur. Alors, on pourrait dire les gens voyagent d'autant plus, mais quand même, il y a quelque chose, il y a partout la trace de l'homme. Et si vous voulez, autant les générations, certes imparfaites, nous ont légué en général des symboles, pour penser à ces églises qui sont des cris de pierre qui montent vers le ciel, eh bien nous, on lèguera énormément de traces de notre passage. Et ça fait question parce qu'on est censé léguer des signes, du sens. Et là, il y aura des traces de notre passage sur la terre. Vous disiez tout à l'heure, Bruno Tertrais, que vous étiez un véritable optimiste. Pourtant, force est d'observer que dans le cas de nos sociétés actuelles, on observe une forme de catastrophisme. Est-ce que c'est également ce que vous observez, et est-ce que les médias peuvent être quelque part responsables en passant en boucle des mêmes images dans une logique un peu de surenchère catastrophiste? Alors, la dernière chose que je voudrais faire, c'est de mettre ça sur le dos des médias. Les médias, c'est vous, c'est moi, nous sommes auditeurs, nous sommes parfois producteurs, parfois journalistes, etc. Nous sommes experts invités dans les médias, donc c'est plutôt un système dans lequel l'information constante, la compétition, on a eu d'abord les chaînes d'information en direct, CNN il y a 25 ans, ensuite on a eu l'Internet, les blogs, les réseaux sociaux, et enfin on a eu les chaînes d'information 24 heures sur 24. Donc ça a créé un nouveau rapport à l'information dans nos sociétés développées. Et c'est vrai que cette compétition-là, elle est en partie responsable de
de ce que j'appelle l'excès de catastrophisme d'aujourd'hui. Le catastrophisme, ça rapporte toujours de la notoriété, ça rapporte de l'audience, ça rapporte de l'argent, et de l'argent pour tout le monde, y compris pour les ONG. Il n'y a pas de bons et de méchants, il n'y a rien de plus insupportable, je trouve, de voir qu'aujourd'hui on considère que les industriels sont forcément associés à une image négative et les ONG sont forcément associés à des images positives. Même les scientifiques ne sont pas exempts de cette tentation. C'est normal, pour être publié, pour être entendu aujourd'hui, pour être audible, il faut forcer le message et de préférence avoir un message négatif. Vous ne pouvez pas vous imaginez le nombre d'études scientifiques qui ne sont pas parvenues à maturation ou qui n'ont pas été publiées parce qu'elles n'ont pas le message négatif qu'il faut aujourd'hui. Donc ça, c'est... Et puis alors, je vais mettre tout le monde dans le même sac. Là, je vais mettre la moitié de la salle à dos. Les journalistes, les politiques, les avocats, les ONG, voilà, tout le monde. Bon, j'espère avoir encore quelques... Ah non, j'ai oublié les assureurs aussi. Voilà, ça y est. Je pense que je suis à peu près brouillé à tout le monde. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, très rapidement, moi, je crois qu'il y a... Bon, il y a certainement des gens qui en ont mieux parlé que moi, mais j'appelle ça le paradoxe du progrès ou de la modernisation. Si vous voulez, plus on est protégé, plus le risque résiduel nous apparaît comme insupportable. C'est-à-dire que ce qui pouvait apparaître comme faisant partie de la vie, hélas, aujourd'hui, est de moins en moins acceptable. Et par ailleurs, il y a aussi des raisons plus technologiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout simplement, vous avez... Je prends un exemple tout simple, hein, sans m'apesantir. Les pesticides ou l'alimentation. Aujourd'hui, on détecte des choses dans l'alimentation qu'on n'aurait jamais détectées il y a 30 ans. Mais vous savez, le danger, il est aussi mesuré en fonction de ce qu'on peut mesurer. Et parfois, voilà, on a trouvé des traces de ceci ou cela dans tel ou tel aliment. On vous dit rarement combien, mais c'est souvent à la limite du seuil de détection, mais c'est une trace. Alors, est-ce que c'est notif ou pas ? C'est un exemple parmi bien d'autres. Mais voilà, si vous voulez, médiatisation, modernisation... Bon, on parle aujourd'hui beaucoup on est à Paris, de la pollution par les particules fines. D'accord ? Bon, si vous comparez, si aujourd'hui notre problème c'est les particules fines, franchement, on s'en tire plutôt bien. Il y a 100 ans, vous n'avez pas imaginé ce que c'était que la pollution dans les grandes villes comme Paris, les pollutions au charbon, le smog qui tuait des dizaines, des centaines, des milliers de gens. Voilà. Donc, mais les bonnes nouvelles ne se vendent pas. Les bonnes nouvelles se vendent rarement, elles se vendent toujours moins bien que les mauvaises, et ça n'est pas véritablement nouveau. Justement, ça a toujours été « if it bleeds, it leads hein, », on disait si ça saigne, c'est en première page. C'était ce qu'on disait dans le journalisme américain des années 1930. C'est pas vraiment nouveau. Oui, c'est parce qu'on a besoin d'avoir une représentation du malheur pour savoir où il est. Et le danger, quand il n'a pas pris de forme, il m'angoisse terriblement. Et à partir du moment où je lui ai donné une forme, je lui ai donné un nom, voilà, particule fine par exemple, peu importe ce qu'est la particule fine, d'ailleurs je pense qu'il y a peu de personnes dans cette salle qui seraient capables de définir la particule fine en question, mais les particules fines, il n'y en a pas, ça va, je suis rassuré. Et finalement, j'ai besoin d'identifier, de repérer partout du mal, parce que ça me rassure. Voilà le message important. Je vais défendre, je ne suis pas catastrophiste, mais du moins je ne m'inscris pas dans ce courant-là, mais j'aimerais bien, en vous écoutant, au moins en comprendre ce qui pourrait être une de ces raisons d'être. Je crois que le 19e siècle a pu croire, ou peut-être ça nous vient des Lumières, que État plus science plus technique allait guérir l'humanité. Et le XXe siècle, c'est quoi ? C'est nos essais pour guérir l'humanité de la maladie qu'elle est. Et peut-être ça va continuer avec le transhumanisme ou avec Daesh. Bon, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on veut totaliser l'humanité, faire qu'elle ne soit plus blessée. Et peut-être qu'on remarque que nous n'habitions bien ce monde qu'en tant que nous avions la conscience qu'il était impossible de l'habiter tout à fait. Et le catastrophisme vient blesser, si vous voulez, vient inquiéter cette idée optimiste, un peu comme Baudelaire le faisait au XIXe siècle. Bon, on va vous guérir. Si vous voulez, la religion, tout ça, c'est derrière. La violence, c'est derrière. Vous êtes déjà guéris. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques dizaines d'années. Et non, on rappelle que, que le monde va et que la catastrophe est possible. Au fond, c'est comme un pied qui est mis dans la porte d'une humanité qui aimerait bien la refermer et se dire, j'ai le droit maintenant de regarder la télé 5 heures par jour, de me séparer de ma femme, même si j'ai des enfants avec. Bref, tout va bien, donc le monde est assez solide pour que je puisse m'éclater. Et là, il y a quelque chose d'une inquiétude qui peut être assez saine. Finalement, on revient sur ces fondamentaux.
Édouard, est-ce que ce catastrophisme, il est typiquement français selon vous? Je pense notamment à un sondage qui a été publié dans le journal Challenge en septembre dernier. Le journal titrait « La France qui gagne » et il reprenait un de ces constats de Daniel Cohen. Les Français forment l'un des peuples les plus pessimistes en matière de coopération sociale. Beaucoup plus souvent que dans les autres pays, ils pensent que l'égoïsme gouverne les relations interpersonnelles. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'effectivement, il y a un caractère français à ce pessimisme qui est lié probablement au moment que nous vivons et probablement aussi à quelque chose de plus, un ressort plus profond chez nous, mais ressort dont nous ne devons pas désespérer. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est? J'ai fait un cours sur l'âme française, mais l'âme française, elle est très proche de Cyrano. C'est-à-dire, c'est le spectaculaire et le suicidaire à la fois. C'est une capacité à s'envoler, à atteindre les étoiles. C'est une capacité à vivre et faire vivre des épopées, en fait, à nous hisser au-dessus de nous-mêmes et à entraîner avec nous beaucoup de monde et de pays. Et en même temps, quand nous n'arrivons pas à être à la hauteur de l'idée que non seulement que nous continuons de nous faire de nous-mêmes, mais que le monde continue de se faire de nous-mêmes, je dirais un mot sur ce qui s'est passé après le 13 novembre, alors il y a une forme d'effondrement. Je parle sous le contrôle de Patrick, qui est médecin, psychiatre. Mais vous voyez, il y a une chose qui m'a frappé après le 13 novembre. Je ne sais pas si vous avez vu les couvertures des magazines, mais c'était un événement mondial. Ce qui s'est passé à Paris le 13 novembre a éclipsé, alors qu'en termes de nombre de victimes et d'horreur, c'était tout à fait équivalent, a éclipsé les attentats de Londres de 2005, les attentats de Madrid un peu plus tôt, la une de The Economist avec le drapeau français. Tout d'un coup, la France est touchée. Si la France est touchée, c'est grave, c'est plus grave qu'ailleurs. Je reprends le fil sur notre pessimisme qui serait français. Et effectivement, je publie des livres. Dès que je propose un titre positif à mon éditeur, c'est non, c'est pas possible, ça a pas, on va faire de mauvaises ventes. Il a fallu que je me batte pour que mon titre ne soit pas quand tombera le mur de l'argent, c'est-à-dire attention effondrement, mais au-delà du mur de l'argent, c'est-à-dire penser effectivement l'après d'un système de Bretton Woods qui effectivement arrive à bout de souffle aujourd'hui. Je donne un exemple plus concret sur aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai publié une chronique dans le Figaro qui prônait un renouvellement complet de la classe politique française et notamment un renouvellement générationnel, parce que nous avons au moins une, sinon deux générations au pouvoir qui ont échoué et qui essayent, dans un jeu de combinaison assez pathétique que nous avons vu récemment, qui essayent de se maintenir en place sans pour autant réformer. Je propose pour un changement de génération et le titre devient « Sortez-les tous ». Vous voyez, il y a un mal français. Et autant, ça a été mon métier, c'est toujours mon métier, même avec mes clients, sur la vigilance, attention à la dissenting opinion, ce que nous n'avons pas vu dans le scénario central, il faut regarder en positif ou en négatif. Mais il y a quand même un danger, non seulement au catastrophisme, mais à la phobocratie. Si vous voulez, quand vous avez un Premier ministre de la France qui dit « Attention, alerte chimique, nous pouvons être gazés demain », et alors, où sont les masques ? Et en fait, laisser une population démunie, sans moyens, sans idée même sans possibilité de comprendre, j'ai l'information, pas vous, mais qu'est-ce qu'on fait sinon infantiliser un peuple ? Qu'est-ce qu'on fait sinon réduire à l'état de... et vous avez raison d'avoir peur, je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous donne pas les moyens de la combattre, mais maintenant laissez-nous diriger. Mais on prépare les esprits, effectivement, à laisser l'exercice du pouvoir à celui qui, sinon agira le plus fort, en tout cas parlera le plus fort. Voilà. Je crois qu'il y a effectivement un fond français et un fond conjoncturel à notre pessimisme. Oui, il y a quelque chose qui est très humain, et je vous invite à réfléchir sur la notion de pessimisme. Et il faut vraiment différencier le pessimisme de la souffrance morale, de l'anxiété. D'ailleurs, quand je suis intervenu sur différents sites de catastrophes, j'ai remarqué ceci: les gens les plus impactés étaient optimistes. Et finalement, je voudrais vous dire que
le pessimisme, râler, se plaindre, eh bien ça c'est peut-être aussi dans notre trait, on aime bien ça. Vous rentrez dans un bistrot, vous écoutez les conversations, c'est du pessimisme, c'est de la plainte, mais avec beaucoup de bonheur à le faire, un certain plaisir à râler. Et finalement, très souvent, les gens qui étaient dans d'intenses souffrances morales, je ne les trouvais pas pessimistes. Il y a des troubles très précis qu'on appelle les états mélancoliques, par exemple, où il y a une souffrance très pessimiste, où il y a un appel de la mort. C'est très rare. La majorité des personnes, quand elles ont leur capacité normale à réagir, elles luttent, et elles luttent avec l'optimisme. Et on le voit dans beaucoup de situations médicales d'ailleurs. Et donc le pessimisme, finalement, ça peut aussi être très gai parfois chez nous. Vous parliez des gens les plus impactés, qui sont souvent les plus optimistes. Peut-être juste quelques mots sur le syndrome de Lazare. Hein. Vous êtes un des inventeurs, l'inventeur à l'initiative des recherches sur ce syndrome de Lazare, également appelé syndrome du survivant, qui décrit des changements radicaux d'existence suite à un événement traumatique. Alors d'après ce que vous expliquez à l'instant, je comprends bien que ça n'affecte pas forcément l'optimisme des personnes concernées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments significatifs de ces états post-traumatiques? Alors, le syndrome de Lazare, ça se réfère au Lazare de la Bible, bien évidemment, parce que la surprise est de constater que cet homme qui n'avait pas demandé à ressusciter, en tous les cas, quand il revient, on apprend qu'il est obligé de quitter son village, il est harcelé par les foules parce qu'il est le symbole vivant du miracle. Les grands prêtres, ils n'aiment absolument pas ça. Les Romains le poursuivent parce que ça perturbe l'ordre public, qu'il y a eu un miracle. Et ce pauvre, il est accablé de malheur. On peut supposer qu'il avait sa maison ou ses champs, ou il était potier ou peu importe. Et en tout cas, il doit quitter tout ça et partir avec la bande des apôtres qui suivent le Christ et être un itinérant, presque un SDF, si je puis dire. Et j'ai vu beaucoup de gens survivants de grandes catastrophes qui, à par moments, mais dans leur détresse, disaient... Je me demande s'ils n'auraient pas préféré que je sois mort, parce qu'il y avait des soucis avec les assurances, des soucis, enfin bref. Et je vais le raconter ici, si vous permettez. Un survivant de l'assaut de la grotte d'Ouvéa, pour ceux qui se souviennent de cette histoire où des gendarmes avaient été pris en otage. Il est donc gendarme, pris en otage. Il aurait pu, à quelques reprises, s'évader. Mais s'il s'évadait, il exposait la vie de ses camarades et la sanction sur ses camarades de son évasion. Donc il a choisi, c'était le groupe restait dans sa cohésion. Alors quand il rentre, tout le monde lui fait « Oh, tu t'es pas évadé ? Oh, t'aurais dû, hein, moi je me serais évadé à ta place. » Ils ne supportent pas ces discussions. Vous voyez, syndrome de Lazare, c'est les gens qui n'aiment pas le récit que l'on fait de leurs propres aventures. Il a été blessé lors d'une phase d'assaut, blessé par les forces qui ont fait de l'assaut, c'est-à-dire ses frères d'armes, si je puis dire, qui ont été obligés de tirer à travers son corps pour pouvoir faire tomber l'un des principaux éléments de ceux qui tenaient en otage. Donc il est blessé, il a une balle qui lui a traversé le genou, des balles de guerre, hein, donc très vulnérantes. Il a fait un accident assez classique. Il a fait ce qu'on appelle une phlébite, et la complication de la phlébite, c'est l'embolie pulmonaire. 20 années après, ou 15 années après, cette embolie pulmonaire a pris de telles conséquences qu'il a besoin de soins respiratoires, de kiné, et il demande juste, est-ce que sur sa pension, on peut faire valoir les séquelles de cet accident pour que l'État avance les frais de kiné qui n'est pas les débourser. Il a des revenus modestes. Et on lui dit non, parce qu'on évoque mille une raisons pour ne pas lui donner sa pension. Je n'ai jamais vu de pensionné qui roule sur l'or. Voilà. Et il écrit au ministre de la Défense, je ne donnerai pas son nom à l'époque, et on lui répond, « Monsieur, à partir du moment où vous étiez otage, on peut considérer que vous n'étiez pas en service, et cette blessure n'est pas une blessure en service, elle ne sera pas pensionnée. » Il est outré. Donc voilà, dans les histoires de catastrophes, dans les histoires de victimes, très souvent, ils ont affaire à une bureaucratie obtuse, à des gens qui voudraient surtout, c'est ce que je disais aussi dans le lissage, dans l'effet Lucifer, on voudrait surtout de plus entendre parler de tout ça. Voilà. Et on aimerait bien que les victimes, se taisent et ne nous rappellent pas que le malheur peut arriver dans le monde. Parce que là, il y a un certain égoïsme, et je rejoins des positions que vous avez prises, il y a un certain égoïsme, c'est l'empathie, ça nous épuise aussi. On n'a pas des capacités d'empathie infinies. Et donc, finalement, quand il y a trop de malheur, eh bien, on ferme les volets, on tire les rideaux, on dit qu'on préfère ne pas le voir.
Benoît Tattray, est-ce que vous pensez qu'on peut transposer cette notion du syndrome de Lazare que Patrick Larvois évoquait à l'instant, qu'on peut la transposer à une nation? Est-ce que vous pensez, par exemple, suite aux événements de novembre, que la France peut se retrouver dans une situation post-traumatique similaire? Et est-ce qu'elle peut, là aussi, comment dire, entrer dans une... Je ne suis pas sûre que ce soit le cas en l'occurrence, mais dans une logique d'optimisme pour essayer de combattre ce mal? Je pense qu'une grande partie du corps social français a extraordinairement bien réagi. Je fais partie des gens, je n'étais pas le seul, qui estimaient après les attentats de janvier que ce qui pourrait se passer après les prochains attentats était extrêmement inquiétant. Attention, je dis une partie du corps social. Il est très facile de dire, nous tous qui avons une vie urbaine, sociale importante, qui sommes sur Facebook, dans les médias, etc., qui font partie des gens qui auraient pu être au Bataclan ou au Stade de France, cette partie-là, et qui s'est sentie frappée, touchée directement, elle a extrêmement bien réagi. La réappropriation des deux symboles nationaux que sont le drapeau et l'hymne national, moi je ne suis pas médecin psychiatre, mais je considère qu'a priori c'est une réaction extrêmement saine, qui par ailleurs avait aussi l'avantage de bousculer un tout petit peu le jeu autour de ces symboles que l'on voit dans le débat politique français depuis très longtemps. Donc, je crois qu'il y a eu une réaction très saine. Il faut vivre, il faut sortir. Vous savez, c'était le hashtag tous en terrasse, etc. C'était très important. Attention, ça ne concerne qu'une petite partie, qu'une partie en tout cas de la population. Et je crois que nous avons peut-être tendance, en tout cas pour ce qui me concerne, et un certain nombre d'observateurs parisiens, à confondre cette réaction-là, qui est importante, visible, qui a peut-être tiré aussi une grande partie de l'ensemble de la population vers le haut, mais ça ne dit rien de la manière dont on a vécu cela dans les banlieues du Nord ou du Sud. Et voilà. Bon. Donc je reste, j'ai vu quelque chose d'extraordinairement positif. Je crois qu'on a fait, je ne sais pas si on a vraiment fait le deuil de ce qui s'est passé, mais je trouve qu'on a réagi beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu attendre d'une société soi-disant pessimiste, triste, repliée sur elle-même. Mais je reste quand même prudent parce que je sais que ça n'est pas non plus toute la société française. Alors, je fais la transition vers la notion d'espérance. Martin Stephens, peut-être, est-ce qu'on pourrait revenir sur une définition de l'espérance? Et est-ce que vous êtes d'accord avec la définition de Daniel Innerarity de l'espérance comme, je cite, un sentiment humain qui règle notre relation avec l'avenir? Est-ce qu'on n'aurait pas finalement perdu cette relation positive avec l'avenir? Et l'espérance, c'est mystérieux parce que ça se réfère à l'avenir, mais sur le mode de la promesse. Et d'une promesse qui sera tenue et qui a commencé à être tenue aujourd'hui. C'est-à-dire l'espérance, c'est Léon Bloy, il disait, un prophète, c'est quelqu'un qui se souvient de l'avenir, c'est-à-dire qui se souvient que dans le temps présent, quelque chose a été promis de meilleur. Alors l'espérance, ça peut soit concerner ceux qui croient dans le progrès, dans une marche de l'histoire qui va en avant et qui va bien se finir, soit dans ceux qui comme dans les religions de l'Alliance, pensent que Dieu a promis à l'homme voilà, quelque chose et ça n'est pas rien, et que du coup, cette promesse-là, et d'ailleurs c'est beau le français parce qu'on parle de tenir une promesse, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'il faut tenir. Quand on s'est engagé auprès de quelqu'un, eh bien, il ne va pas falloir, la veille, je ne sais pas si je dois me rendre à son déménagement à 5 heures du matin, me prendre une grosse cuite. Donc, il s'agit bel et bien de tenir et de tenir bon. Et en effet, l'espérance, et il y a quelque chose aussi qui est très beau dans l'espérance, parce que c'est croire activement que la promesse sera tenue, que la promesse qui a été faite hier, finalement, détermine l'avenir et me permet d'être présent au présent, d'être présent à l'ici et au maintenant. Et du coup, dans espérance, il faut aussi entendre le participe présent. A-N-C-E, quoi. C'est pas comme l'espoir qui a tendance à croire que peu importe le passé, demain ira mieux. Bon, et on serre les fesses. Dans l'espérance, il y a quelque chose vraiment de la pratique, ici et maintenant. Et finalement, toutes ces blessures dont on a parlé, pour l'homme qui espère, il se dit, mais ce sont autant de chantiers pour mon inventivité, pour mon amour, etc. Puisqu'on parle d'espérance, je voudrais parler avec vous, Édouard Tétrault, du pape François. Vous êtes un homme de foi et de conviction. Vous soutenez la thèse que le pape François est le seul homme capable aujourd'hui de réveiller la conscience mondiale et de nous faire sortir d'un système économique qui court à sa perte. Est-ce qu'il y a sur son discours, selon vous, enfin j'ai un peu la réponse, mais de véritables pistes d'espérance, et est-ce que vous souhaitez
les propager, ces pistes d'espérance. Oui, alors bien, effectivement, on parle du pape François. Je voudrais dire un petit mot avant, en rebond sur l'espérance ici qui concerne notre pays. On est dans le voisinage des cahiers de la quinzaine de Charles Péguy. Je trouve l'espérance française, je voudrais faire 3 remarques. D'abord, il parlait de la petite fille espérance. Voilà, la petite fille espérance qui vous conduit. Donc, pour qu'il y ait l'espérance, il faut qu'il y ait une forme aussi d'insouciance et de gaieté spontanée. En tout cas, de ne pas réfléchir tout le temps, de ne pas avoir peut-être cette maladie de l'intelligence et de ce qui pourrait ne pas aller demain. Donc la petite fille espérance, je vais dire ce point. Le deuxième point, je trouve que nous avons des raisons très objectives dans ce pays d'espérer. Enfin, si on regarde ce qui s'est passé il y a un mois, je vais retitrer les choses. 130 jeunes se font assassiner à Kalachnikov par 12, une dizaine on aurait dit dans le temps, une dizaine d'Arabes, de musulmans. Bon, il y a de quoi faire une guerre civile. On se remet, il y a 10, 20, 30 ans, cette information-là pouvait mener à la guerre civile. On voit que ce pays a acquis un réflexe, je ne sais pas si c'est auto-immune, mais en tout cas, la guerre civile, elle n'est pas là. Et 2, ce pays fait en sorte de vouloir encore plus, j'aime pas l'expression parce qu'elle est galvaudée, mais vivre ensemble, partager. Effectivement, c'est un peu timide, hein, le drapeau tricolore aux fenêtres. Moi, je ne sais pas quelle a été l'expérience des uns des autres ici et dans la salle, mais j'ai mis mon drapeau. Pendant, je crois qu'il y en avait 2 dans la rue, 4 dans le pâté de maison. Dans le quartier, il n'y en avait pas beaucoup. C'est timide. J'ai failli me faire censurer par un journal que je ne citerai pas parce que je proposais la Marseillaise à l'école une fois par semaine, chose qui se fait en Grande-Bretagne. Mais enfin, il y a des bourgeons. Je vous interromps, on va reparler, j'oublie pas, donc on va devoir reparler du pape François, mais Bruno Tertrais évoquait le hashtag « Je suis en terrasse » qui était quasiment devenu un acte politique, hein, de tweeter « Je suis en terrasse », vous évoquez les drapeaux, mais enfin, au-delà de ces petits gestes qui sont des signaux quand même importants, que peut concrètement le gouvernement face aux catastrophes comme celle-ci? Bon, effectivement, l'autre point, j'y viens justement, il est un peu plus sombre, mais c'est « Night is darkest before dawn », c'est-à-dire la nuit n'est jamais aussi sombre que juste avant l'aube. On peut dire la promesse de l'aube, hein, la Romain Gary. Est-ce que nous sommes au milieu de la nuit? Je ne sais pas. Est-ce que ce pays qui est capable de rebonds fulgurants a touché son fond? Je n'en suis pas certain. Je crois que les choses se jouent en ce moment dans la capacité du tissu social et politique français à se donner une alternative, mais une alternative qui n'est pas le néopéronisme, qui n'est pas la fermeture sur soi, qui n'est pas la haine de l'autre, etc. Ça se joue, quand je dis ça se joue en ce moment, c'est littéralement en ce moment. Vous avez une génération de losers en politique qui essayent aujourd'hui de capter le pouvoir, de se maintenir au pouvoir, de faire en sorte que les choses ne bougent pas. Vous avez une jeune génération qui est portée par des dynamiques extrêmement positives, qui a beaucoup plus voyagé, travel the world, qui a des outils en plus, des outils technologiques et financiers pour rendre un progrès considérable possible. Est-ce qu'elle va prendre le pouvoir? Pour moi, pardon, on est très loin du pape François, mais on est un peu plus près de l'agenda français. C'est pas la jeune génération, le pape François. Non. Quoique, très rapidement, quelques mots sur le pape François, parce qu'il nous reste précisément 3 minutes pour terminer cette émission, et je voulais qu'on fasse un petit tour de table conclusif. Ah oui, alors vraiment, pardon, j'ai trop parlé. Mon livre, je raconte la façon dont j'ai eu la chance de pousser, d'un peu préparer et d'accompagner une partie du voyage du pape François aux États-Unis. Nous voulions qu'il aille porter son discours économique à New York, face à Wall Street. Après le reste, enfin voilà, c'était un voyage très spectaculaire, une grande espérance qui continue de porter ses fruits aujourd'hui. Patrick Lavoie, est-ce que vous pensez que pour sortir de cette paralysie générale décrite par certains, d'autres sont plus optimistes, mais en tout cas que l'espoir soit une solution? Oui, et je vais même rajouter plus, l'espérance est un acte de courage.
Écoutez, non, je vais peut-être juste redire un mot un petit peu différent, mais en rebouclant sur l'affaire des attentats. Il faut quand même redire que ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale. On a vaincu le nazisme, on a triomphé du stalinisme. C'est pas quelques dizaines de milliers de fanatiques d'une secte apocalyptique on va pas se laisser embêter par ces gugus. Hein. Voilà. Je veux dire, il faut quand même voir un petit peu les choses. C'est terrible ce qui s'est passé. Il y aura d'autres attentats en France et en Europe. Mais franchement, prenons un peu de recul historique. Voyons tout ce que cette société, tout ce que cette Europe a réussi à faire dans les 70 dernières années. On ne va pas se laisser embêter par quelques dizaines de milliers de fanatiques. Ça prendra quelques années, peut-être même une décennie. Mais franchement, on en viendra à bout, dans tous les sens du terme. Oui, et à condition de venir à bout de nous-mêmes aussi. L'Allemagne peut venir à bout de Daesh, mais si l'Allemagne n'a plus d'enfants, si les Européens n'espèrent plus assez et n'ont plus assez cette candeur qui est de risquer la vie au point d'aimer la vie au point de non simplement conserver la sienne le plus longtemps possible, mais de la donner, eh bien, effectivement, si l'espérance est une enfant, eh bien, il faut la mettre au monde, cet enfant. On doit malheureusement conclure, et pour reprendre la célèbre formule de Bernanos, les optimistes sont-ils des imbéciles heureux et les pessimistes des imbéciles malheureux? Je vous laisse méditer cette phrase. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. Merci évidemment aux jeunes mécènes qui sont des acteurs très, très impliqués au sein du Collège des Bernardins qui ont initié ce mardi. À partir de la rentrée prochaine, les mardis des Bernardins ne seront plus diffusés sur KTO. Vous pourrez nous retrouver sur le site collègedesbernardins.fr pour une diffusion en direct tous les mardis soirs à 20h, hors vacances scolaires évidemment. Et le prochain mardi, je vous l'annonce déjà, qui sera réalisé en partenariat avec les éditions du Seuil, est intitulé « De la barbarie extrême à la cruauté ordinaire, le mal entre exception et banalité ». Vaste programme également. Ce sera le 12 janvier à 20h et nous serons en compagnie du père François Heuvet, de Didier Fassin, d'Elisabeth Roudinesco et de Michel Terechenko, un théologien, un sociologue, une psychanalyste et un philosophe. Là aussi, un plateau très complémentaire, 4 regards croisés. Et puis, il y aura également une intervention en seconde partie d'émission de Nadia Vadori-Gauthier, danseuse d'1 minute de danse par jour et qui, elle aussi, a voulu, depuis les attaques de Charlie Hebdo, danser 1 minute par jour en guise de résistance poétique, si je puis dire, face à la barbarie. En tout cas, merci à vous également d'avoir suivi ce débat et bonne soirée à tous.